Guinée, le principal opposant Cellou Dalein Diallo a été bloqué ce mardi devant sa maison de Conakry par des policiers venus l'empêcher de prendre part à une nouvelle manifestation contre le pouvoir. On en parle dans ce JT. Au Gabon, le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion lors des élections législatives en raflant 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale. L'opposition, elle, n'a obtenu que 17 sièges. Et puis les ministres du Développement, des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que le secrétariat permanent du G5 Sahel se sont réunis au Niger lundi lors de la 4e session ordinaire des ministres du G5 Sahel. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, le principal opposant Cellou Dalein Diallo a été bloqué ce mardi devant sa maison de Conakry par des policiers venus l'empêcher de prendre part à une nouvelle manifestation contre le pouvoir. Au moins 5 manifestants ont été blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté près du domicile du chef du principal parti d'opposition. Des véhicules dont des camions à eau et des pick-up de la police anti-émeute étaient stationnés près du domicile de l'ancien Premier ministre et chef du principal parti d'opposition Dalein Diallo. Les entrées de sa maison étaient fermées et des policiers munis de matraques, de boucliers et de lance-grenades ont empêché quiconque d'y accéder. Selon un responsable de la police qui a requis l'anonymat, l'objectif était d'empêcher Cellou Dalein Diallo de quitter son domicile et d'aller à une marche qui n'était pas autorisée. L'opposition entendait organiser cette marche, suivie en principe d'un meeting, pour protester contre la violation, selon elle, par le pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Le chef de file de l'opposition, bloqué devant sa maison, a dénoncé une confiscation des libertés et une violation de la Constitution par le chef de l'État guinéen Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG, avait, le 23 octobre dernier, déjà dénoncé une tentative d'assassinat l'ayant visé à Conakry, mettant en cause le régime du président Alpha Condé. Il faut dire qu'au moins 5 manifestants ont été blessés dans des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont éclaté près du domicile du leader de l'opposition. Au Gabon, le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion lors des élections législatives des 6 et 27 octobre dernier en raflant 98 des 143 sièges de l'Assemblée nationale. À ces 98 sièges remportés par le parti présidentiel s'ajoutent également quelques sièges gagnés par des partis affiliés à la majorité. L'opposition, elle, n'a obtenu que 17 sièges. Reportage. Selon les résultats officiels rendus publics par le Centre gabonais des élections, le Parti démocratique, parti au pouvoir, a raflé 98 sièges sur 143, auxquels s'ajoutent quelques sièges gagnés par des partis affiliés à la majorité. L'opposition, qui n'a eu de cesse de dénoncer des fraudes et des achats de votes, n'a pu recueillir que 17 sièges. Au sein de l'opposition, le Parti des démocrates de Kinzou Bandama devient la première formation avec 11 députés. Le Parti Rassemblement Héritage et Modernité n'obtient que 4 députés et l'Union nationale 2. Mais les principaux dirigeants de l'opposition ont échoué à se faire élire ou réélire. Jean Ping, candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016, a pour sa part boycotté le scrutin. Dans le camp de la majorité, presque tous les poids lourds ont été largement élus ou réélus, dont le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé et l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Pacome Moumbélé Boubeya. Il en est de même pour la plupart des ministres et proches du président Ali Bongo. Sa fille aînée Malika Bongo Ondimba a ainsi été élue à Bongoville, fief du clan présidentiel et village natal de son grand-père, l'ancien président Omar Bongo. Au Togo, le processus électoral enclenché en vue d'organisation des élections locales le 16 décembre et les législatives le 20 décembre prochain est diversement apprécié. L'ancien Premier ministre Kodjo Mensah Agbeyome donne son point de vue sur ce processus électoral en cours dans son pays. On l'écoute. Il n'y a pas de consensus à la base.
Il faut qu'il y ait un consensus à la base. Pourquoi les résultats qui vont sortir de ce processus ne sont pas contestés? Moi, j'ai toujours recommandé la médiation extérieure, la médiation interne, c'est une bonne chose. Mais il faut que nous apprenions à organiser, à engager le dialogue direct entre partenaires. Je crois quand même que c'est beaucoup plus efficace que la médiation extérieure. Elle est bonne, la médiation extérieure. Mais en fait, de toute façon, elle n'est pas permanente. Elle est sporadique. Quand il y a un problème, ils interviennent. Alors que localement, nous pouvons nous rencontrer entre nous et dire « ça, je ne suis pas d'accord avec toi ». Voilà comment on peut le faire. Et si ça ne marche pas, donc, appeler donc la population à témoin. La population aussi, de toute façon, est une médiatrice importante. Entre deux protagonistes politiques donc, qui ne s'entendent pas sur un sujet, la population peut également donc, intervenir donc, pour dire « voilà ce que je veux ». Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que c'est le boycott des élections législatives de 2002 qui a permis l'émergence de Faure Gnassingbé sur la scène politique nationale. Parce qu'en fait, pour aller aux élections présidentielles, dans la Constitution de 1992, du moins mais non modifiée, c'est qu'il faut avoir 45 ans. Et donc, j'ai horreur de boycott. Moi-même, j'ai appelé la population, au travers donc, de mon parti, à aller s'inscrire. Je ne peux pas demander à la population de ne pas s'inscrire. D'ailleurs, même, cette politisation donc, du processus de recensement, moi, m'a horrifié. Le Premier ministre éthiopien a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Entré en fonction en avril dernier, Abiy Ahmed s'est attiré de nombreuses louanges pour avoir impulsé plusieurs réformes clés, puis procédé à la libération de milliers de dissidents et la signature d'un accord de paix avec l'Érythrée. Les images. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a assuré que les affrontements à caractère ethnique qui se sont multipliés ces derniers mois ne peuvent compromettre les réformes en cours dans son pays, car celles-ci ont été menées par le peuple. Le dirigeant africain s'est exprimé depuis l'Élysée après que la France et l'Éthiopie ont signé plusieurs accords de coopération dans les domaines des transports, de l'énergie et de la culture. Assurer la paix en Éthiopie est le principal devoir du gouvernement. L'un des moyens d'y parvenir est de s'attaquer aux zones de conflit potentiels et d'assurer une paix durable. Les conflits actuels en Éthiopie doivent être résolus, mais nous ne craignons pas qu'ils compromettent les réformes en cours. Les réformes ont été menées par le peuple et sont menées par le peuple, donc elles ne s'arrêteront pas. Nous avons parlé et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreuses questions bilatérales et multilatérales. Mais la plus importante est celle de Djibouti et de l'Érythrée. La France a accepté d'être au premier plan pour trouver une solution et établir une paix durable dans notre région. Le président Macron a accepté de se faire le champion de la consolidation de la paix entre les deux pays. Il en discutera avec les présidents djiboutiens et érythréens dès la semaine prochaine. Le président français Emmanuel Macron a félicité ce lundi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour les réformes courageuses qu'il a engagées. Le chef d'État français a aussi réaffirmé son intention d'effectuer une visite de plusieurs jours en Éthiopie en mars. Emmanuel Macron a par ailleurs adressé ses vives félicitations à Sahle-Work Zewde, élue jeudi dernier présidente de l'Éthiopie et première femme à occuper ce poste. Les ministres du Développement, des Affaires étrangères et de la Défense et le secrétariat permanent du G5 Sahel, ainsi que le commandement de la force conjointe se sont réunis à Niamey, au Niger, lundi. C'était dans le cadre de la 4e session ordinaire des ministres du G5 Sahel. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Au cours de cette session, les ministres ont adopté les textes relatifs à la résolution portant suppression des frais d'itinérance au sein du G5 Sahel, faisant suite aux instructions des chefs d'État pour renforcer l'intégration régionale de l'espace G5 Sahel, la décision fixant les missions des comités nationaux de coordination et régissant leurs relations fonctionnelles avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. La réunion a aussi évoqué la question du financement de la force ainsi que son opérationnalisation et du transfèrement du centre de commandement à Bamako au Mali. Le Niger, dès le lendemain du sommet des chefs d'État, nous sommes dotés d'une feuille de route que nous avions partagée avec vous. La dite feuille de route découle des orientations que le président de la République,
que le président en exercice, son Excellence Issoufou Mahamadou, nous a fixée et elle est axée sur l'opérationnalisation de la force conjointe, le renforcement des partenariats avec nos partenaires de coopération, la préparation de la conférence de coordination des bailleurs de fonds et sur le programme d'investissement prioritaire et l'élaboration d'un programme de développement d'urgence en collaboration avec l'Alliance Sahel. Elle est régulièrement mise à jour de concert avec le secrétariat permanent afin de nous assurer de l'avancement effectif des différents dossiers. S'agissant du financement, le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidibé, a précisé qu'il vient moins vite qu'ils avaient souhaité après les grandes annonces de la conférence de Bruxelles. Toutefois, il faut noter que plusieurs pays ont fait parvenir leur contribution. Ça vient moins vite qu'on avait souhaité après les grandes annonces de Bruxelles. Mais nous savons que les Saoudiens ont donné 100 millions d'euros. Il y a eu des accords signés pour l'approvisionnement en équipement que nous sommes en train de recevoir progressivement. Nous savons que nos amis du Rwanda ont donné $1 million, que l'UEMOA, notre organisation commune, nous a fait don de 762 000 euros, que la CEDEAO vient de me demander le numéro de notre compte pour nous aussi nous fournir une aide, etc. Nous continuons ce soutien. N'oubliez pas aussi les soutiens individualisés qui ne sont pas comptabilisés dans ce qui avait été annoncé. Par exemple, les États-Unis d'Amérique viennent de monter leur contribution de 60 millions à 105 millions de dollars. Le Conseil des ministres a lancé un appel à l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux à prendre part à la conférence de coordination des bailleurs et partenaires pour le financement du programme d'investissement prioritaire de la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel prévu le 6 décembre 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. Restons au Niger où les travaux de construction du 3e pont sur le fleuve, dénommé général Séni Kountché, se poursuivent. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a visité le chantier de l'ouvrage réalisé par les Chinois. Le chef de l'État s'est dit satisfait du niveau d'exécution. Abdul Karim Mahamadou. D'un coût de 51 milliards de francs CFA, le 3e pont en construction sur le fleuve Niger est dénommé Pont Général Séni Kountché, ancien président du Niger de 1974 à 1987, année de son décès. L'ouvrage est le plus grand jamais réalisé avec 4 voies. Les travaux avancent normalement et sont à un taux d'exécution de 23% depuis le lancement en décembre 2017. Ce sont 300 ouvriers nigériens qui travaillent avec des techniciens chinois que le président a rencontrés lors de sa visite. Il s'agit d'un investissement important qui fait environ 51 milliards de francs CFA. Le chantier avance normalement et plaise à Dieu. Nous espérons réceptionner ce chantier au mois de juin 2020. C'est un chantier important qui donne l'occasion de créer des emplois aussi pour les jeunes Nigériens. Il y a près de 300 jeunes Nigériens avec leurs collègues chinois qui travaillent sur ce chantier. L'ouvrage va relier les 2 rives du fleuve Niger et sera réceptionné en juin 2020. Les techniciens s'y attellent. C'est 2 ponts juxtaposés avec un tablier de 23 mètres. Donc vous avez 2 chaussées bidirectionnelles de 7 mètres partout. Et le même gabarit serait maintenu sur les voies d'accès pour relier de Goudel jusqu'à la Morde. La construction de ce 3e pont fait partie d'un vaste programme de rénovation de la capitale nigérienne à travers la réalisation de plusieurs infrastructures que le président de la République a déclinées dans son programme de la Renaissance du Niger. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.